Bonjour à tous, je vous rappelle que vous êtes toujours sur psychologue.net et avec Charlotte Ferrari, community manager de psychologue.net. On rencontre en ce moment des petits bugs, donc je vais attendre que vous rentriez de nouveau. Et on va se connecter avec Julia, si Instagram le veut. On y croit. Mais il n'y a pas que le son, l'image aussi. Généralement, quand l'image commence à bugger, c'est que ça va fonctionner. Oh là là. Et décidément, en ce moment, Instagram ne veut vraiment pas qu'on fasse des lives, hein, je vous le dis. Ah, Bonjour tout le monde, on y arrive. alors on y arrive, Julia, mais il se passe exactement comme la première fois, et une des dernières fois. Bah, ça doit faire 3 semaines maintenant que j'ai fait un autre live avec Violaine Capé. Mais oui, exactement, je ne te vois pas. Est-ce que tu me Ah vois, bon? toi? Oui, Non, je je te ne te vois vois très pas. bien. Et je Non, me mais vois on va rester comme ça. aussi. Bon, Ok, pas de souci. super. Bah, écoute, c'est pas grave, on va rester comme ça parce que malheureusement, bah, ça fait presque un mois bientôt. Je te dis que on a des bugs avec les lives et il y a toujours un problème, il y a toujours un truc. C'est soit le son, soit la vidéo, soit on n'arrive pas à se connecter comme là. Et j'ai beau faire tout ce qu'il faut, bah, actualiser, remettre à niveau le portable. Enfin bref, c'est un bug qui est sur le compte et malheureusement, je ne peux rien y faire actuellement. Ok, Voilà. bon, on reste en ligne, au moins comme ça on est sûr de s'entendre. Voilà, exactement. Mais voilà, si je fais des têtes bizarres, je ne me vois que moi, en fait, tu vois. D'accord. Voilà, je ne te vois pas. Je ne te vois pas, je vais essayer de t'imaginer. Ok. Bon, en tout cas, merci Julia de jouer le jeu et d'avoir été patiente pour faire ce live. Ce qu'on va faire aujourd'hui sur les hypersensibles et le syndrome du sauveur. Comme toujours, avant de commencer un live, Julia, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Oui, du coup, bonjour tout le monde et merci pour votre patience. Donc moi, je suis Julia, je suis praticienne en psychothérapie et en PNL. Et donc, j'accompagne plus particulièrement les personnes qui souffrent de leur sensibilité, mais toute personne en fait qui a besoin de faire un petit bilan sur son histoire de vie, de comprendre son fonctionnement, comprendre ses émotions, bah, pour tout simplement s'accepter tel qu'il est. Super. Voilà. Merci Julia. Et on va rappeler, tu réalises des consultations en ligne, en présentiel, les deux. Voilà, les deux, sur le Pays Basque. En présentiel sur D'accord, le Pays super, Basque. super. Merci Julia. On va commencer donc directement ce petit live sur les hypersensibles et le syndrome du sauveur. Je rappelle pour ceux qui préfèrent, vous pouvez poser votre petite question dans le petit widget question et on vous répondra dans la seconde partie du live avec grand plaisir. Alors Julia, avant de commencer, déjà, c'est quoi le syndrome du sauveur? Oui, alors j'ai posé mes mots dessus, donc vous voyez si ça vous parle ou non, mais j'ai pas eu envie trop de prendre une définition psy spécifique. Moi, je l'ai décrit comme une force en fait qui pousse quelqu'un à tenter de sauver l'autre de manière compulsive pour lui trouver des solutions à ses problématiques, c'est-à-dire le sortir de ses émotions négatives, trouver des solutions concrètes à ses problèmes et être son épaule dans toutes les situations. Donc ça, c'est un petit peu la manière dont je définirais le syndrome du sauveur. Ouais. Juste avant de vous présenter voilà, les pistes pour savoir si peut-être vous êtes concerné ou non, si ça vous parle par rapport à un profil de personne que vous avez autour de vous, etc. C'est important de rappeler que le syndrome du sauveur ou même l'hypersensibilité, en fait, c'est des outils pour connaître peut-être ses limites, ses besoins, ses valeurs, mais ça ne représente pas en fait la totalité d'une personne. Ça, c'est vraiment important de le poser au début du live parce que je vais Ouais. parler, je vais dire voilà, l'hypersensible ou le sauveur en décryptant un petit peu et en définissant le profil, ce qui compose en fait ces caractéristiques-là, enfin, en détaillant les caractéristiques, mais on n'est pas que un sauveur, on n'est pas que hypersensible, on a plein de facettes. Donc voilà, je voulais juste définir ça avant de commencer. D'accord. Par rapport à cette question-là, est-ce que je peux évoquer, Charlotte, les pistes pour savoir si les personnes sont dans ce syndrome-là? Bien sûr, bien sûr.
Ok. Donc voilà, je vous ai un petit peu défini pour savoir si vous êtes dans ce syndrome-là du sauveur, quelques situations. Donc, c'est l'idée de ne pas supporter de voir souffrir quelqu'un sans ne pouvoir rien faire pour lui. Donc, c'est vraiment là un sentiment qui est insupportable en fait. C'est une sensation corporelle qui est juste insupportable, insoutenable pour vous. Euh, le besoin que l'autre souffre avec vous pour être aimé. Donc c'est vraiment ça aussi. C'est bah, si la personne souffre avec moi, euh, vient porter ma peine, etc. Mais là, je me sens aimée. Ça peut aussi cacher un syndrome du sauveur. La peur incontrôlable de perdre l'amour de l'autre, de perdre l'autre. L'angoisse, mais vraiment l'angoisse corporelle d'être impuissant par rapport aux difficultés de l'autre. Vous sentir condamné de porter le poids de l'autre, c'est-à-dire être un peu comme dans une prison. À la fois, je le fais pour permettre à l'autre de sortir de sa souffrance, mais à la fois, je m'emprisonne un peu plus chaque jour, en fait. C'est vraiment ça, le syndrome du sauveur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le sauveur arrive à bout de ses forces, il se rend compte qu'il ne peut plus du tout, en fait, et qu'il s'est lui-même enfermé là-dedans. Vous D'accord. sentir bloqué dans une impasse pour l'autre, et surtout avoir de la colère contre vous-même de ne pas sortir l'autre de sa situation. Ça, c'est le pire pour le sauveur, c'est de ne pas réussir à extirper l'autre de là où il est. Il y a aussi le fait de rejeter l'autre qui ne veut pas que vous l'aidiez. Donc voilà, si telle personne, si vous êtes dans le syndrome du sauveur, ne veut pas d'aide, et bah, vous l'éjectez. Et vous vous rendez compte que vous l'éjectez, mais sans même pouvoir le contrôler réellement. Et vous avez l'impression aussi d'être lâche si vous sortez d'une situation difficile pour vous par rapport à l'autre. Donc c'est vraiment des personnes qui peuvent dire, ben voilà, je sens que j'ai besoin vraiment de prendre de la distance ou de m'éloigner, etc. Mais je me sens lâche, j'ai l'impression de ne pas être courageuse. Voilà. Donc quelques petites précisions avant d'aller peut-être plus loin sur les questions que Charlotte, bah, tu m'avais posées. Il n'y a pas de sauveur sans victime en fait. C'est vraiment un... On a déjà fait un live sur les jeux un petit peu relationnels qui ne sont pas vraiment Ouais. des jeux parce que on y perd de l'énergie et que ça fait très très mal, en tout cas à l'ego et aux blessures. Mais il n'y a pas de sauveur sans victime, c'est-à-dire que c'est comme les jeux relationnels, donc ces rapports de force que des personnes peuvent mener de manière inconsciente et qui alimentent leur souffrance et leurs blessures. Un sauveur peut devenir victime, c'est interchangeable. Il y a aussi une troisième entité qui peut être une personne ou même une autre situation ou la vie, qui est le bourreau. Donc dans ce triangle-là, bourreau, victime, sauveur. Voilà. Mais aujourd'hui, on va plus particulièrement parler du syndrome du sauveur par rapport à l'hypersensibilité. Voilà pour l'introduction. D'accord. Merci d'avoir posé les bases, Julia, c'est important. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions qui passent, et notamment sur le triangle, mais on va voir ça dans la seconde partie. Alors, Julia, les hypersensibles, est-ce qu'ils ont une tendance justement à avoir le syndrome du sauveur et pourquoi? Oui. Alors, déjà, pareil, pour rappeler un petit peu les bases, quasi tous les hypersensibles sont dans le rôle du sauveur et ça s'explique très bien. Donc là, pareil, je vous ai pris vraiment, parce que ça fait 2 ans et demi du coup que j'accompagne, comme je vous disais, des personnes et surtout des personnes qui souffrent de leur grande sensibilité. Donc c'est pour ça que c'est ma spécialité, on va dire, aujourd'hui, d'accompagner l'hypersensible qui a des besoins particuliers. Donc ça s'explique par des faits que je vais vous citer. Donc d'abord, je vais vous présenter le profil de l'hypersensible et vous allez du coup faire automatiquement des liens avec le syndrome du sauveur. Pour petit rappel, en neurosciences, l'hypersensibilité, elle est associée à une hypersensorialité, donc des sens surdéveloppés qui captent de nombreuses informations en même temps. Et donc cette fameuse hypersensorialité, elle a souvent été générée en fait par un environnement très stimulant dans l'enfance et souvent soit violent en fait par du silence, qui est très punitif, soit de manière verbale, émotionnelle ou morale, ou même de manière physique. Mais en tout cas, l'hypersensibilité ou l'hypersensorialité, si on se base sur les neurosciences, cache souvent un contexte assez violent. Hmm. Donc, dans sa relation à lui et aux autres, l'hypersensible souffre en général d'un grand sentiment d'être différent, d'une grande blessure aussi d'humiliation, c'est-à-dire qu'en psycho, on va associer la blessure d'humiliation à la honte. En général, l'hypersensible ressent et porte une très grande honte, d'ailleurs qu'on peut lier à ce sentiment de lâcheté, l'impression d'être différent et du coup ce qu'on peut lier aussi à un mal-être au niveau du corps.
parce que l'humiliation est toujours liée à un mal-être au niveau du corps. L'hypersensible doute de lui, il culpabilise très très facilement, il a du mal à s'affirmer, il a des émotions envahissantes, il a l'impression d'être anormal par rapport justement à ces émotions qui débordent. Il a aussi l'impression d'être faible et vulnérable par rapport aux autres quand justement il montre ses émotions. Il se sent inférieur à ceux qui sont plutôt linéaires dans leurs émotions. Et il souffre en général de grandes dépendances affectives, c'est-à-dire qu'il a une peur viscérale, l'hypersensible en général, avant de le conscientiser, du regard de l'autre, peur de décevoir, peur du conflit. Donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en solutionnant pour l'autre, donc en Mhm. essayant de sauver l'autre, l'hypersensible répond au fait de combler ses propres manques affectifs. Donc, les manques d'estime, de confiance et d'amour de lui-même. Mais aussi, ce qui va nourrir en fait cette dépendance-là à l'autre et le fait de sauver l'autre, c'est que l'hypersensible et ou le sauveur, il, euh, il a de l'attention. C'est-à-dire qu'en donnant autant pour l'autre, il reçoit une appréciation positive sur lui-même. Et donc, il devient addict en fait à ça, au fait d'aider l'autre, au fait d'avoir des paroles valorisantes, au fait d'être apprécié. Et voilà, le fait de solutionner pour l'autre permet aussi à l'hypersensible de s'affirmer. C'est comme s'il avait un petit peu Mhm. un bouclier. En aidant l'autre, il n'est jamais vraiment tout seul, il a ce bouclier, parce que l'hypersensible souffre aussi de ne pas réussir vraiment à s'intégrer dans les groupes. Et donc, en ayant cette couverture de l'autre, c'est plus facile pour lui, entre guillemets. Donc, ça lui permet aussi de ne pas s'occuper de ses propres émotions qui, pour lui, sont un problème. Parce qu'en général, un hypersensible n'a pas été perçu comme hypersensible dans son environnement familial. Et donc, les parents ont pu souvent voilà, dire ah, mais t'es trop sensible, arrête de pleurer, sois un peu adulte, ce genre de choses-là qui génèrent des souffrances. Et donc, si l'hypersensible gère les émotions de l'autre, ça passe un petit peu mieux pour lui. D'accord. Voilà, donc par rapport juste aux besoins, rapidement, l'hypersensible va avoir besoin de confiance en lui, de comprendre profondément les choses. Il a vraiment besoin de comprendre ce qui se passe pour les personnes en face de lui, ce qui peut être un peu intrusif, un peu comme le syndrome du sauveur. L'hypersensible peut parfois manquer de recul et il va pouvoir être intrusif pour soulager son propre besoin de comprendre en fait ce qui se passe. Il a besoin d'appréhender ses émotions, de beaucoup de repos, de beaucoup de calme, de beaucoup d'écoute aussi dans ses relations, de liberté, de nature et d'une grande hygiène de vie. Voilà pour les liens entre difficulté de l'hypersensible, ses besoins et donc le fameux syndrome du sauveur qui a besoin de solutionner compulsivement Mhm. pour l'autre. Et ce qui est une souffrance quand même, hein, mine de rien. D'accord, j'entends et je vois les témoignages aussi qui, oui, effectivement, on a quand même aussi beaucoup d'hypersensibles qui aimeraient ne pas l'être, mais on va voir ça ensemble après, Ouais, justement. très intéressant. Qu'est-ce que ça cache justement ce syndrome du sauveur, Julia? Qu'est-ce que ça vient dire de nous? Mm. Alors là, pareil, donc j'ai scindé la question en deux réponses, deux catégories de réponses. La première, c'est qu'on va parler du passif du sauveur, que l'on peut lier aussi au passif de l'hypersensible. Et dans un deuxième temps, on va parler de ce que ça dit, voilà, du sauveur, de ce que ça cache. Donc, le sauveur, l'hypersensible, ou voilà, la personne en tout cas qui a besoin de solutionner pour l'autre et qui laisse son énergie et ses propres besoins, a souffert de grands manques affectifs lorsqu'il était enfant. C'est-à-dire qu'en général, c'est un enfant qui s'est peu amusé ou qui a connu peu de légèreté. Donc, il a baigné en fait dans un environnement grave ou dramatique. C'est beaucoup le cas peut-être des enfants qui ont eu, je vois souvent ça, une mère malheureusement qui souffre de dépression et qui du coup n'a pas pu s'occuper d'elle ou de lui et peut-être de ses frères et sœurs ou même du père. Voilà, ça peut être aussi le père hein, qui souffre de dépression, mais en tout cas, c'est un environnement vraiment grave, dramatique, dans lequel malheureusement il y a beaucoup de culpabilisation, d'accusations, de reproches et de paroles comme ça en fait dévalorisantes. Donc on sait bien qu'une personne qui aura connu des paroles dévalorisantes va avoir ce qu'on appelle ce langage de l'amour, les paroles valorisantes. Et donc va être très sujet et enclin au fait de croire sur parole ce que peuvent dire les autres. Parce que tellement la Mhm. personne a manqué, elle a besoin de combler ça. En général, c'est pareil, c'est un enfant qui a vécu ou ressenti de la négligence. Donc, il a souffert de ne pas avoir été vu dans sa souffrance et donc, c'est pour ça.
qu'il ne supporte pas et que c'est plus fort que lui et que c'est compulsif d'aider l'autre dans ses souffrances parce que voir en miroir quelqu'un qui est en souffrance, c'est comme si c'était se voir en miroir lui-même quand il était ou elle était petite et qui a été insupportable pour lui ou elle. D'accord. Je vous ai parlé des paroles dévalorisantes, violentes, des critiques aussi, beaucoup, un environnement surtout très critique, donc beaucoup dans la projection de, par exemple, une mère qui va critiquer beaucoup les autres femmes ou les autres hommes ou les autres personnes, ou un père pareil qui va critiquer peut-être même le système, ou voilà, ça peut être les deux hein, qui parlent de tout ça. Ça peut être aussi un enfant qui a été parentalisé, c'est-à-dire qu'il a dû jouer le rôle de ses parents qui n'étaient pas en capacité de le faire, d'où le fait qu'il souhaite trouver des solutions pour les autres, parce qu'en général, ça peut être un enfant qui a trouvé des solutions pour ses frères et sœurs, donc il s'est occupé de la fratrie. C'est un enfant qui a été habitué, voire et surtout, oui, traumatisé en fait par la plainte de l'un de ses parents. Donc je rappelle, hein, la dépression amène à de la plainte en général. Donc voilà, c'est souvent l'un caché derrière l'autre. Il y a une grande différence entre la plainte et la souffrance. Quelqu'un peut souffrir en étant responsable et en voulant s'en sortir. La plainte, c'est quelque chose qui recouvre la souffrance, qui est encore plus fort. Et voire même dans la plainte, à un moment donné, on ne perçoit plus de souffrance. Donc voilà, un enfant qui a été traumatisé par rapport à ça, ça fait des dégâts et ça amène effectivement cet enfant à vouloir sauver l'autre, puisque la plainte appelle hein, à être sauvé. Donc c'est des, même si ça n'a pas été dit dans la parole, un enfant va vouloir sauver l'autre parce que il a compris qu'en face de lui, il avait quelqu'un qui voulait être sauvé, mais ça n'a pas été dit franchement. Donc c'est un Hmm. peu des codes invisibles et subtils qui sont très souffrants. Et pour terminer, donc, c'est un enfant qui a été dépendant à la reconnaissance de ses figures d'attachement. Et c'est ce qui lui a permis de survivre. Donc, par exemple, c'est un enfant voilà, qui va faire le ménage, par exemple, pour sa mère qui est inapte à le faire et qui, du coup, à chaque fois qu'il fait le ménage, qu'il fait la vaisselle, a des paroles valorisantes et donc il est addict un petit peu à cette reconnaissance-là. Hmm. Ensuite, ce que Intéressant. ça dit du sauveur, bah, j'ai tiré 4 phrases de ça. Donc, si je me mets à la place du sauveur, voilà les phrases que j'en ai ressorties. La première, c'est ça m'est insupportable de ne pas solutionner pour l'autre, car cela me rappelle les moments où j'ai souffert seule sans que personne ne m'aide. Donc ça veut dire que dans cette situation de souffrance, le sauveur en devenir a été soit vu dans sa souffrance et les personnes ne l'ont pas aidé, soit il n'a pas pu montrer sa souffrance par timidité et malheureusement il a entretenu le fait de se sentir seul, voire désespéré. Et le Mhm. dernier cas de figure, c'est qu'il n'a pas été vu du tout malgré le fait qu'il l'ait montré. Donc ces trois situations-là vont créer un adulte en souffrance bah voilà, qui va poursuivre malheureusement ces comportements-là. Tout ça, ça a généré des croyances qui se calquent sur l'autre quand le sauveur sent une personne dans la détresse, dans le désespoir ou dans la solitude. La Hmm. deuxième phrase, si je me mets à la place de ce sauveur, c'est je trouve des excuses à l'autre pour éviter de penser ou même d'imaginer que ça puisse être un manque de responsabilisation de sa part qui me fait souffrir. Voilà, donc le sauveur va en général prendre sur lui la responsabilité de l'autre, parce que sinon c'est trop dur pour lui de se rendre compte que c'est l'autre qui est faillible d'une certaine manière, puisque, je vais vous l'expliquer, mais le sauveur repose sa sécurité intérieure et affective sur l'autre. La troisième phrase, pardon, c'est la suivante, je panique quand je ne peux pas sauver l'autre. Donc, Hmm. étant donné que le sauveur remet toujours quasiment sa sécurité affective, émotionnelle et morale dans les bras de l'autre et de la personne qu'il est en train d'essayer de sauver, le sauveur panique quand l'autre ne va pas bien. C'est comme si l'autre s'effondrait, donc c'est un pilier dans sa vie qui s'effondre, et donc cette image valorisante de lui-même s'effondre aussi. Donc là, malheureusement, il ne peut plus être dépendant de ça, et il vit ça comme un effondrement, comme son monde entier qui s'effondre et une désillusion très importante. Et la dernière, c'est donc je veux que tu souffres avec moi pour me sentir aimé, sinon ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Et là, pareil, grande dépendance hein, du sauveur qui souffre naturellement avec l'autre, donc une empathie très développée. D'ailleurs, la définition même de l'empathie, ça signifie souffrir avec. Hmm. Voilà. D'accord, Donc intéressant.
Ouais, en face de lui, en général, il aura un profil plutôt de personne qui est dans la plainte, dans la culpabilisation, dans une forme de manipulation et dans une forme d'attentisme. Donc, ça va être une personne qui ne sait pas forcément prendre de décision, qui se plaint sans vraiment agir, et donc le sauveur a besoin viscéral d'agir. Voilà. Merci, merci Julia pour cette explication. Il y a eu un petit débat pendant que tu parlais, mais idem, on va en parler juste après cette dernière question. Je te la poserai justement pour avoir ton avis sur le sujet. Ok. Comment on peut se libérer du syndrome du sauveur, parce que j'imagine que c'est possible, et que peut-on mettre en place surtout pour s'en sortir? Hmm. Ok. Alors, disons que le syndrome du sauveur, s'il est conscientisé, s'il est travaillé, il peut intervenir dans les métiers d'accompagnement, comme par exemple le métier de coach, le métier de psy ou tous les autres métiers d'accompagnement en fait. Parce que le syndrome du sauveur peut être bien activé, c'est comme une hypersensibilité en fait, ça peut être très bien activé et du coup c'est utilisé à bon escient, que ce soit pour soi-même ou pour l'autre. Donc bien entendu, ça nécessite d'avoir fait un vrai travail de fond sur soi pour débusquer un peu ce syndrome du sauveur qui peut se cacher, qui peut revenir parfois. Voilà, ça demande une forme d'expérience, d'expérimentation. Donc s'il est conscientisé, appréhendé, il se présentera sous son meilleur jour, sur son meilleur versant, et la personne ne sera pas soumise à lui. En fait, là où il y a problème, c'est quand on dépend de notre hypersensibilité, de ce syndrome du sauveur, de nos émotions. Vous voyez, c'est vraiment quand c'est subi que c'est un problème. Mais il peut être très bien Hmm, activé et c'est OK. Sinon, pour ok. se libérer du syndrome du sauveur, voilà, si on le repère ou si quelqu'un nous en parle, ben, pour moi, le seul chemin possible, et oui, c'est soit la thérapie, soit la conscientisation par voilà, différentes pratiques, mais il y a besoin de conscience quand même, hein. Donc, pour moi, ça passe quand même par la verbalisation plus que par le corps, vous voyez, ou des séances d'ostéopathie, de kinésiologie, de microkiné. Ça va pas forcément aider à prendre conscience et sortir de ça. Ça peut être soulager quelque chose, mais pas vraiment aider. Donc, entamer un travail thérapeutique pour, un, décrypter les situations et les relations dans lesquelles ce syndrome se présente, parce qu'il n'est pas présent dans Mhm. toutes les situations. Ça, c'est interpellant. Deux, permettre à la personne de conscientiser ses besoins et toujours revenir à eux avant d'être dans le don à l'autre, donc toujours revenir à soi. Trois, travailler sur l'estime de soi et la valeur de soi. 4, travailler sur les événements traumatiques pour y remettre de la lumière. Donc là, on ira travailler par exemple sur les fois où l'enfant n'a pas été vu dans sa souffrance, ou bien il n'a pas réussi à le montrer, ou bien il a été vu mais personne n'a fait quoi que ce soit pour lui, pour y remettre de la lumière et que lui-même puisse se sauver en fait. 5, modifier les croyances en lien avec les figures d'attachement. Puisque voilà, hein, si je fais le ménage pour maman, bah, elle m'aime. Si je ne le fais pas, elle ne m'aime pas. Si je m'occupe de mes frères et sœurs, elle m'aime. Sinon, elle ne m'aime pas. Donc là, c'est des croyances hein, très, très fortes qu'il va falloir un petit peu libérer. Et puis 6, amener la personne à se responsabiliser. Donc maintenant qu'elle a conscience de ce syndrome, elle va avoir à être son propre sauveur et donc se débusquer, se sortir des situations difficiles elle-même. Voilà un petit peu le travail thérapeutique. D'accord, d'accord. Merci, merci beaucoup, Julia, pour tous ces conseils déjà que tu as pu nous donner. Alors, il y avait eu un débat entre-temps, Julia, quand tu parlais, on va voir ce que tu en penses. Un débat sur l'hypersensibilité, c'est que c'était inné. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il y a plusieurs, effectivement, sons de cloche à ce niveau-là. En fait, en général, l'hypersensibilité est née dans un contexte où, dans la famille, c'était un peu violent d'une certaine manière, comme je vous expliquais, par le silence, par des punitions, par de la violence verbale, par des critiques, etc., etc. Donc, quasi tous les hypersensibles, moi, quand je les écoute en séance, il y a toujours eu de ça. Donc, je me demande si c'est inné ou si c'est acquis dans l'environnement. Mais en même Hmm, temps, c'est quand même des enfants que l'on remarque différents dans le sens où ils sont un petit peu plus dans leur monde, ils sont très affectés par les choses, très sensibles. Donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est inné ou c'est acquis, mais il semblerait que c'est génétique aussi. Donc en général, un des deux parents est hypersensible. Donc en fait, d'accord. dans ce cas-là, effectivement, si il y a un parent qui est vraiment concerné par les traits de caractéristiques de l'hypersensibilité,
Ce serait plutôt inné parce que ça se transmet par la génétique. S'il n'y a pas de parents qui sont concernés, à mon sens, hein, par ces traits de caractéristiques de l'hypersensible, pour moi, c'est plus de l'acquis. Mais c'est vrai que je ne D'accord. sais pas trop, honnêtement, quoi penser de ça. D'accord. Merci Julia pour ta transparence. Effectivement, je pense que les études sont encore, il y a encore plein de choses à chercher à ce niveau-là sur l'hypersensibilité. Oui, Euh, en tout cas, je voulais oui, juste rajouter que vraiment, l'hypersensibilité, la grande, grande caractéristique, c'est le besoin de comprendre. Vraiment. Et ça résume tout. d'accord. Merci. On a Samantha d'ailleurs qui a rebondi là-dessus, qui nous a dit, n'est-ce pas une force d'être hypersensible, d'avoir ce pouvoir d'empathie, cette connexion sensorielle? Si, bien sûr. Bah alors là, du coup, Samantha, tu viens appuyer ma vision, ma philosophie et ce que je prône, hein. C'est vraiment que pour moi, vraiment, la sensibilité, c'est une source d'épanouissement immense. Mais ça demande de bien se connaître. Alors, pas se connaître dans le sens où on est ferme et définitif sur qui on est, parce que là, on tombe vraiment dans les pièges de l'ego, mais connaître ses besoins. Quand on connaît ses besoins, on peut en faire effectivement une force. Et ça devient plus un problème parce que on a envie de jouer, pas de jouer, mais de pleinement utiliser ce qui a été mis à notre disposition. C'est quand même extrêmement fort sur tous les plans du terme de ressentir les émotions de quelqu'un. Alors ça peut nous submerger parce que justement, ça nous envahit d'une certaine manière. Mais le jour où on apprend à être bien, à s'affirmer, à être assertif, parce que c'est un gros challenge pour les hypersensibles de s'exprimer sans agressivité, eh bien, la souffrance de l'autre nous envahit moins. Mais comme je vous Hmm, disais, quand on est dans le syndrome du sauveur et qu'on repose sa sécurité intérieure sur l'autre, ça peut très rapidement nous envahir, en fait, la situation dramatique de l'autre. Mais en général, quand même, plus vous allez accepter vos besoins, vos valeurs, qui vous êtes, et accepter de faire de la sensibilité une clé d'épanouissement, et mieux vous allez le vivre en fait. Parce que vous n'allez pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre, ni à vous comparer, vous allez juste accepter vos besoins. Donc oui, moi je pense que c'est super d'avoir de l'empathie, ça aide aussi l'humanité, hein. Donc tout à fait. Il faut juste pas que ça déborde et que ça devienne un fardeau, en fait. C'est juste ça. d'accord. Merci Julia pour cette réponse. Alors, on a Anne qui nous dit, est-ce que justement les métiers d'aide à la personne, le fait d'être coach, est-ce que le transfert du coach ne risque pas d'être dangereux? Si, bien sûr, ça peut tout à fait être dangereux, en fait, si le coach ne voit pas qu'il est dans le transfert. C'est-à-dire que on est censé, en tant qu'accompagnant, savoir ce qui est en train de se jouer dans le transfert et dans le contre-transfert. Donc, qu'on soit coach, qu'on soit psy, qu'on soit kiné, qu'on soit médecin, peu importe le type d'accompagnement. À partir du moment où une personne est dans le transfert, et donc là, ça peut être une forme d'idéalisation de la part du thérapeute envers le patient, c'est dangereux parce que Hmm, ce sont des mécanismes inconscients qui rentrent en jeu et donc, forcément, il y a de l'émotionnel qui va rentrer en compte à un moment donné. Par contre, si la personne connaît un petit peu ses fragilités, peu importe l'étiquette qu'on peut avoir, mais dans la pratique, elle va sentir, elle va voir qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, quoi, et qui n'est pas OK et qui ne rentre pas dans le cadre thérapeutique. Et donc, à ce moment-là, le coach, le psy ou n'importe qui doit dire à la personne, écoutez, il y a des choses qui se jouent pour moi, qui ne rentrent pas dans le cadre de la thérapie. Je ne suis pas la bonne personne pour vous aider, tout simplement. Mais oui, d'accord. ça peut être dangereux parce que après, on rentre dans un rapport de force. Voilà. Donc, c'est absolument pas l'objectif de la thérapie. Merci Julia. Alors, euh, ah, on a une personne qui nous demande comment gérer son hypersensibilité quand on a la sensation de ne jamais garder ou sauver les gens qu'on aime le plus. Bah, est-ce que là, c'est vraiment une question d'hypersensibilité? Là, c'est juste une question d'émotion, en fait, hein. C'est juste, voilà, il faudrait creuser, savoir quelle émotion bah, vous ressentez par rapport à ça, en fait. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est du désespoir? Est-ce que c'est de la détresse?
disons que les schémas répétitifs sont là pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, quoi, hein, et que peut-être vous, d'une certaine manière, sans vous en rendre compte, hein, mais vous vous accrochez de manière désespérée à l'autre et cet autre ne peut plus supporter de vous donner cet air, ce shot-là de vie pour que vous continuiez à vivre correctement. Donc, il faudrait comprendre déjà ce que ces personnes ne supportent plus Mm. dans le fait d'être en lien avec vous, et puis voir ce que ça fait résonner chez vous. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une hypersensibilité. Là, c'est juste des émotions qui ont été accumulées au fur et à mesure du temps et qui, à un moment, se libèrent et vous font souffrir. C'est parce que c'est pas compris encore cette situation. D'accord. Alors, une autre question. Ah. Piloute qui nous dit comment gérer ses émotions et celles des autres. Personnellement, je suis épuisée. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent Ouais. chez les hypersensibles, ça, l'épuisement? Oui, oui, oui. Alors déjà, avant de gérer ses émotions, en fait, il est important de les connaître. Sachant que les émotions, elles peuvent évoluer au fil du temps. Mais il y a deux grandes émotions principales, c'est la peur ou l'amour. Vous avez dû sûrement l'entendre. Et de ces deux émotions principales sont générées de multiples émotions qui, de manière répétée, deviennent des sentiments. Donc, avant de gérer vos émotions, il faut que vous puissiez être au clair sur quelles sont les émotions qui me pèsent dans ma vie. Une fois que vous savez ce qui vous appartient à vous, dans vos émotions, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez carrément faire un tableau où vous notez mes émotions, les émotions des autres. Et du coup, vous allez voir un peu ce qui ressort. Vous n'êtes pas, vous, censé gérer les émotions des autres. Votre seule mission à vous, c'est de connaître vos émotions, de connaître vos besoins, de connaître ce qui a généré ces émotions, donc la source, la cause. Et une fois que ça s'est conscientisé, vous pouvez communiquer à l'autre. Bah là, par exemple, tu vois, je te sens en colère, ou je te sens triste, ou je te sens angoissée, et ça m'envahit, ou ça me peine, ça m'attriste. Et en fait, vous pouvez trier si ça dépend de vous ou de l'autre, et si c'est OK pour vous d'aider l'autre ou non. C'est encore une fois, D'accord. c'est vraiment la même chose. C'est tant que c'est subi, c'est une souffrance. Le jour où ce n'est pas subi, que les choses sont claires pour tout le monde, vous n'en souffrirez plus. Moi, je ne sais pas si je vous ai D'accord. vraiment aidé, mais l'épuisement vient du fait que vos besoins ne sont pas respectés. Et ils ne peuvent pas être respectés tant qu'ils ne sont pas en fait conscientisés des besoins. Parce qu'ils sont vraiment différents chez chacun d'entre nous. En fait, les besoins, c'est ce qui nous permet d'avoir suffisamment d'énergie tous les jours. Donc, quand on se sent épuisé, c'est que nos besoins ne sont pas respectés et que notre sas a été vidé. D'accord. Alors, on a Lulucat qui nous met je ne supporte pas les jugements. Comment faire? Déjà, ça peut se comprendre de ne pas supporter les jugements. Alors, à voir ce que ça génère chez vous, hein, mais en général, pareil, hein, essayez de comprendre à quel moment dans votre vie vous avez subi du jugement. En général, c'est vrai que si vous avez un profil plutôt hypersensible, vous allez être très affecté par le fait que quelqu'un juge ou le fait qu'il y ait des paroles un petit peu dévalorisantes, des critiques, des choses négatives qui sont dites autour de vous. Donc ça peut expliquer. Ben, comment faire? Tout simplement, si c'est une personne qui juge à côté de vous, quelqu'un d'autre par exemple, ou qui vous juge vous-même, vous pouvez simplement la renvoyer à elle en lui disant, bah oui, effectivement, ça c'est ton avis, mais je n'ai pas le même que le tien, ou ok, tu as envie de juger cette personne, mais sache que moi ça m'affecte, donc je n'ai plus envie de subir ça. Et donc là, ça vient surtout en général toucher aux besoins d'honnêteté, de transparence, de franchise, qui est très important chez les profils hypersensibles. D'accord. Merci, merci Julia. On a une question aussi de Lilou qui nous dit pourquoi je n'arrive pas à arrêter une relation amicale ou amoureuse alors que je sais qu'il faut stopper net. Et bien là, il peut y avoir plusieurs raisons. Déjà, la première des choses, c'est quand vous vous posez la question d'observer ce que ça génère pour vous dans votre corps. Vraiment, à quel niveau c'est? Est-ce que c'est au niveau du ventre? Est-ce que c'est au niveau de la poitrine, du cœur, de la gorge? Est-ce que c'est au niveau de la tête? C'est déjà d'observer déjà dans le corps où c'est situé.
Et ensuite, je pense que vous avez les propres raisons et réponses, pardon, à votre question. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à stopper la relation? Est-ce que de un, vous avez de la culpabilité à arrêter la relation? Est-ce que de deux, si on creuse dans cette culpabilité, vous avez peur de laisser la personne et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir ou de culpabiliser parce que vous n'avez pas été au bout d'une mission que vous pensiez? Voilà, il faut vraiment analyser. Et vous voyez, pour répondre à cette question, vous pouvez donc déjà vous centrer sur votre corps. Une fois que vous avez l'émotion ou le blocage dans votre corps, vous pouvez aller noter ce qui fait qu'il y aurait de la culpabilité en fait à lâcher cette relation amicale ou amoureuse. J'aimerais bien quand même à ce sujet, je ne sais pas si j'ai le temps, Charlotte, mais Si, j'ai si. noté des exemples et peut-être que ça peut répondre à la question de Lilou. J'ai noté Oui. des exemples parce que je pense que ça va être très parlant pour vous. J'ai eu une patiente qui est venue me voir il y a quelque temps pour une séance. Donc je vais vous remettre le contexte et ça va répondre un petit peu à Lilou. Donc, c'est une patiente qui est venue me voir en consultation parce qu'elle a été quittée par son conjoint. Bon, elle, c'était différent. Enfin, c'est pas une cause en particulier amicale, sentimentale. Là, c'est vraiment que son conjoint lui reprochait de ne pas répondre à ses besoins sexuels qui étaient très élevés. Donc, malgré toute sa dévotion, malgré tout ce qu'elle a pu mettre en place, il l'a quittée. Donc, elle est arrivée en consultation vraiment dans une détresse très importante. Elle a commencé à souffrir dans la relation, en fait, quand il lui a dit pour la première fois qu'elle avait des grosses cuisses, qu'il fallait qu'elle travaille son corps. Et après, s'en sont suivies d'énormes colères de sa part qui faisaient peur à la patiente. Lorsqu'elle est venue me voir lors de sa première séance, la seule chose qu'elle me disait, c'était qu'elle voulait être à nouveau avec lui, qu'elle donnerait tout pour être avec lui, mais qu'à la fois, elle sentait que ce n'était pas normal ce qui se passait. Donc, ça vient un peu de là, Lilou, le fait que vous savez que vous devez stopper net, mais que vous n'y arrivez pas. Mhm. Euh, Elle était complètement perdue. Elle m'a demandé, expliquez-moi, Julia, ce qui me pousse à le supplier de me reprendre alors que je sais que c'est toxique. Donc, se privant de ses réels besoins depuis des années, je lui ai demandé combien de temps elle pourrait tenir à ses côtés si elle était de nouveau avec lui. Elle m'a dit 2 ans, grand max. Donc, au fond d'elle, elle savait qu'il y avait un problème. Elle remettait toujours la faute sur elle, elle se sentait coupable et à la fois, elle était responsable de lui. Et elle essayait de se convaincre elle-même qu'elle n'avait pas fait suffisamment pour lui alors qu'elle avait fait tout ce qui était possible, voire même jusqu'à s'en épuiser. Mhm. Il ne montrait pas d'émotion, sauf quand il s'énervait, il était beaucoup dans les reproches avec elle. Et au fil des séances, elle a parlé de sa mère et elle m'a dit les choses suivantes. J'ai dû tout le temps me taire par rapport à ma mère. Je n'avais jamais le droit de ne rien dire, sinon j'avais une réaction violente de sa part. Matériellement, mes parents étaient là pour moi, mais pas dans l'affect. J'aurais aimé leur dire que je me sentais méchante avec moi et leur rapporter ce qu'ils me disaient. Elle m'a dit, j'aurais aimé leur dire que je les sentais méchants avec moi et leur rapporter ce qu'ils me disaient, mais je n'ai pas pu. Et par rapport à lui, ce qu'elle me disait, c'est je voulais juste entendre du positif de sa part, qu'il m'aime pour toujours. Je n'ai jamais voulu ça, mais je ne voyais pas d'autre choix que de me conditionner à ce qu'il voulait. Donc, cet exemple, pour répondre à Lily et aussi pour vous montrer qu'on est en plein dans le syndrome du Oui. sauveur et que la thérapie aide en fait à faire des liens. Là, cette personne-là a fait les liens entre la violence que sa mère pouvait montrer quand finalement il y avait de la frustration ou quand elle n'arrivait pas à avoir ce qu'elle voulait de sa fille et la colère dans laquelle se mettait son ex-conjoint quand pareil il n'avait pas ce qu'il voulait. Il a fallu 2 ou 3 séances pour qu'elle se libère de ce sentiment de culpabilité intense et qu'elle conscientise qu'elle était pleinement dans le syndrome du sauveur, qui cherche à excuser l'autre pour ne pas revivre une détresse, ne pas perdre l'autre. Donc je ne sais pas si ça peut Mhm. répondre à Lilou, mais c'est cette peur profonde de perdre l'autre et de ne pas se remettre de la culpabilité qui est cachée derrière en fait. D'accord. Merci, merci pour ce témoignage, Julia. Je pense qu'effectivement, ça va aider Lilou. Merci, merci beaucoup. On va arrêter là, malheureusement, parce qu'effectivement, oui, le temps passe. Je l'ai pas vu, Moi mais non plus. il est fait que 50 minutes. Merci, merci Julia, en tout cas, d'avoir été présente aujourd'hui pour nous parler ensemble donc des hypersensibles, du ce syndrome du sauveur. Je ne sais pas si tu avais un message encore à faire passer ou parler de ton cabinet. Vous pouvez vous abonner donc à la chaîne. Je partage beaucoup de réels. En général, je partage en story. Si vous avez envie d'entamer un travail introspectif, vous pouvez bloquer votre créneau, réserver votre créneau pour un appel découverte que j'offre
Faites-le seulement si vous avez envie vraiment d'entamer un travail thérapeutique, parce que ce n'est pas une séance, hein, c'est vraiment un temps où on pose les choses. Et puis, si vous êtes déterminé dès maintenant à commencer une thérapie ou à faire une séance à la demande, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous sur psychologue.net. Voilà. Super. Merci beaucoup Julia pour ta présence aujourd'hui et pour tous les conseils que tu as pu nous donner. Je te souhaite une belle journée. Merci Charlotte et à bientôt. Au revoir tout le monde. Avec plaisir. Belle journée à toi. Belle Comme journée, au d'habitude, je te revoir. laisse quitter avec la petite croix au-dessus de toi. Oui, au revoir, à bientôt. Au revoir. Belle journée, Julia. Merci encore. Alors, je ne sais pas si Julia est partie parce que je ne vois pas. Mais en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui pour ce live sur les hypersensibles et le syndrome du sauveur. Grand merci aussi à vous. Merci d'avoir interagi, d'avoir posé vos questions. Vous savez, on est toujours riche de ça. D'ailleurs, en octobre, va y avoir un live inédit foire aux questions. J'en profite pour vous en parler maintenant. Il va y avoir un live inédit foire aux questions sur la thérapie. Voilà, donc ne le ratez pas. Ce sera en octobre pour la journée en l'honneur de la santé mentale. Ce jour-là, vous pourrez poser toutes vos questions sur ce sujet. Donc vraiment, n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live avec un invité inédit, vous verrez. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci encore.